On parle de guerres externes en dehors de nos frontières. Il y a une guerre également qui est bien interne, c'est celle notamment de la répression syndicale, c'est celle également des attaques plus générales des travailleurs et travailleuses. Alors je laisse la parole directement à Michael Ouamin qui va nous parler de la répression syndicale, avec bien sûr l'exemple des Goodyear, mais plus largement que ça, et de ce qui nous réunit aujourd'hui. Vas-y, je te laisse. Je me le fais parce que je rentre par ici. Je ne vais pas vous faire les discours que je fais dans les assemblées, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, et depuis le 12 janvier, date de notre condamnation. La condamnation, c'est 24 mois de prison, dont 9 mois fermes et 5 ans de mise à l'épreuve. C'est-à-dire que les 5 ans de mise à l'épreuve, pour moi, sont plus violents que les 9 mois de prison ferme. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on fait passer un message, ou tu te mets en retrait, ou tu vas en tôle. Notre condamnation, c'est pas la condamnation de 8 Goodyear. Ce soir, je ne suis pas venu vous plaider la cause des 8 Goodyear. C'est la condamnation de tout le peuple français qui veut résister, parce que derrière la condamnation des Goodyear, il y a la condamnation de tous ceux qui veulent résister. Tous ceux qui relèvent la tête contre un système qui, depuis des années, nous piétine. Alors, tout à l'heure, j'entends parler de guerre, j'entends parler de droit, j'entends parler des droits des salariés, j'entends parler de la justice. Aujourd'hui, il y a une guerre. La guerre qui a été déclarée, c'est la guerre du monde du travail, de ceux qui vont arriver demain dans le monde du travail, de ceux qui n'en ont plus, et de ceux qui en ont eu. On appelle les retraités. Toutes ces populations sont en train de crever à petit feu, et tout ça est organisé savamment par des gouvernements à la solde totale du MEDEF. Et le gouvernement actuel, celui qui met en place tout cela, est illégitime. Il est illégitime parce que la politique qu'il mène est totalement inverse à celle qu'il avait fait la promesse. Celui qui disait « je ferai de mon ennemi numéro 1 la finance » est en réalité aujourd'hui devenu le meilleur ami de cette finance. La loi El Khomri, et il faut faire attention à ce que vous dites, n'est pas la loi du travail. Vous n'êtes pas la loi travail, c'est la loi de la misère sociale. Parce qu'une loi du travail, c'est celle qui protège à la fois les travailleurs et ceux qui défendent l'intérêt des dits travailleurs. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer que le Code du travail actuel n'interdit en rien des centaines de milliers de suppressions d'emplois par an. Il n'y a pas besoin de moins de Code du travail à partir du moment où les patrons, tous les jours, s'essuient sur le Code du travail qui existe actuellement. Par contre, la loi El Khomri, qui portera demain un nouveau nom, parce qu'ils vont le modifier, ils vont modifier le nom avec. C'est une loi qui détruit et qui entérine définitivement le terme de licenciement pour motif économique. À titre d'exemple, c'est pas le problème de la loi El Khomri, c'est pas s'arrêter sur le plafonnement des indemnités au prud'homme, parce qu'il n'y en aura plus jamais d'indemnités au prud'homme. Parce qu'ils vont retirer purement et simplement le motif économique du Code du travail. Avec deux actions simplifiées. On entendra comme résultat d'une entreprise là où on a les mesures de licenciement à mettre en œuvre. Or, chez Goodyear, chez Conti, dans toutes les multinationales au monde, aujourd'hui, ils ont créé des holdings financières dans des paradis fiscaux qui font que tous les profits des établissements sont dans des paradis fiscaux. Et les établissements en tant que tels, si on tient la comptabilité analytique des usines, il n'y a plus de profit. Donc, à partir du moment où on va considérer que la faculté de dire si oui ou non un établissement est bénéficiaire ou déficitaire, en claquant des doigts, ils pourront apporter la preuve noir sur blanc que l'établissement en question qu'il faut fermer ne fait plus de profit. Deuxièmement, cette loi dit qu'à partir du moment où il y aura 2 trimestres de baisse de commandes, on pourra justifier la fermeture ou la restructuration de l'établissement. Là aussi, les multinationales organisent dans le sein même du groupe la redistribution des activités de production. Chez Goodyear, notre usine elle est fermée depuis le 22 janvier 2014. Pour autant, les pneus que nous fabriquions à Amiens sont toujours fabriqués principalement dans une usine qui s'appelle Tebica en Pologne. Et tout ça à la vue d'un gouvernement dont le principal acteur était venu sur notre parking nous promettre que lui, président, il ferait une loi qui, 1, interdirait les licenciements dans les grands groupes qui font des profits, et 2, protégerait le droit des salariés qui défendent l'intérêt des autres salariés, à savoir les représentants du personnel. Depuis qu'il a été élu, il y a l'ANI. L'ANI, c'est non pas la loi de sécurisation de l'emploi, mais c'est la loi de sécurisation des licenciements.
Si l'ANI avait été mis en place en 2007, quand Goodyear a voulu fermer son usine, on ne s'est pas battu pendant plus de 7 ans, mais moins de 6 mois. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui valident les fermetures d'entreprises sont les directs. Et les directs répondent à qui? Au ministère du Travail. Je vais vous donner un exemple. Chez nous, chez Goodyear, pendant 7 ans, on s'est battu, on a ridiculisé cette multinationale. Malheureusement, aujourd'hui en France, il n'y a pas un seul texte de loi qui permet à une juge ou à un juge de venir dire nullité du plan social. Nullité du plan social, ça voudrait dire pas possibilité de fermer l'entreprise. Les camarades de Continental, les ex-camarades des Trois Suisses, dans plein d'entreprises, on gagne au prud'homme. On gagne à la cour d'appel. Et la cour d'appel, généralement, elle dit nullité du plan social, nullité des licenciements, nullité de la fermeture d'établissement. Et pour autant, l'usine est fermée, délocalisée, et les patrons sont tranquilles dans des paradis fiscaux. Et c'est les gens qui crèvent. Parce que les fermetures d'usines, c'est des suicides. Chez nous, il y a eu 12 suicides, 12 morts depuis la fermeture de l'usine. À Continental, 19. Il y a un rapport du mois de novembre de l'année dernière, dont personne ne parle dans les médias. Quand je parle des médias, je parle de BFM, télé, TF1, hein, qu'on s'entende bien. Personne ne parle de ce rapport qui dit que chaque année, en France, 18 000 personnes décèdent des suites de la perte d'un emploi ou directement liées à son emploi. Les suicides sur les lieux de travail qui ne sont plus reconnus. Il y a réellement aujourd'hui une vraie violence dans le monde du travail. Il y a aussi une vraie violence quand on a perdu son emploi. Et aujourd'hui, on veut condamner des syndicalistes et des salariés parce qu'ils ont eu l'honneur et le courage de se battre pour dire non cette multinationale qui fait 2,7 milliards de profits après impôt, qui va verser 800 millions d'euros de dividendes aux actionnaires en Europe, dont le PDG touche l'équivalent de 120 SMIC par mois, viennent nous dire vous êtes trop cher, il faut qu'on délocalise. La raison économique, la seule, c'est que fabriquer des pneus Amiens, c'était 25 centimes plus cher du pneu qu'en Pologne. C'est la seule raison économique. Par contre, il y a une autre raison. C'est la protection sociale des salariés. Ce qui fait courir les multinationales à délocaliser, c'est avant tout la protection sociale des salariés. En France, quand on se blesse, on est une victime avec des droits. En Chine, quand on se blesse, on est un coupable sans droit. C'est ça la réalité. C'est ça aujourd'hui qui les fait courir. Les obligations sur les normes pour utiliser des produits non nocifs pour la santé des salariés. Aujourd'hui, Goodyear importe des pneus made in China, dans lequel il met des produits classés HAP-CMR, cancérogènes, un par l'IARC, qui est l'organisme international de recherche sur le cancer. Ces pneumatiques, aujourd'hui, vous roulez avec tous les jours, et ils mettent dans les nappes phréatiques des produits hautement cancérogènes, interdits en Europe, mais importés par le groupe Goodyear en France. C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors oui, nous avons été condamnés. Oui, Goodyear, une première sous la 5e République. Il faut remonter à quelques pages dans l'histoire en arrière pour avoir au moins des condamnations aussi énormes. Mais la prochaine étape, après les condamnations de la prison ferme, c'est les pelotons d'exécution. Parce que ces mecs-là n'ont aucune limite. Hein. Moi, Michael Mohamed, je serais devenu un dangereux syndicaliste. Tellement dangereux qu'il faut me condamner à de la prison ferme. Et les camarades d'Air France, ça va être quoi leur sort le 27 mai? Parce que le 27 mai, tous ceux qui estiment que la justice ne doit pas être une justice de classe, parce que c'est ça la réalité, mais doit être une justice pour tous. On doit tous être à Bobigny le 27 mai auprès des camarades d'Air France. Qu'est-ce qui s'est passé à Air France? La même chose que chez nous. Ils ont été victimes d'un complot des patrons. Parce que quand vous avez 2 DRH qui vont en formation tous les mois, notamment ce qu'ils appellent dans la gestion des fins de conflit, ou des conflits, ils savent pertinemment qu'on ne sort jamais devant une foule en colère. Par contre, on peut peut-être sortir devant une foule en colère quand il y a tous les médias de France et de Navarre, pour avoir les images qu'on cherche, et pour occulter à travers ces images que ces 2 connards, il n'y a pas d'autre mot, étaient venus annoncer à 2900 personnes qu'ils allaient crever la dalle et leur famille avec. Et on va encore plus loin maintenant. On va encore plus loin. Alors la camarade, elle parlait avec difficulté, parce que c'est pas toujours simple de prendre la parole, ce qui est vrai. Mais elle parlait des assignations à résidence. Moi j'étais la dernière fois à Marseille, et j'entendais qu'à Marseille, il y avait un petit village, et dans ce village-là, il y avait une personne d'origine étrangère. Une, pas 2, une. Et un jour, à 6h du matin, se sont pointés les gendarmes, ils ont pété la porte de la baraque, ils ont foutu tout le monde dehors, ils ont apporté un papier du préfet en disant « bien signé à domicile ». Le mec il dit « mais j'ai rien fait ». « Ah non, mais t'avais préparé une pancarte pour les manifester contre la COP 21, tu restes chez toi, si tu bouges on t'envoie en tôle ». Ils ont broyé la baraque.
Le mec aujourd'hui il est dans le désespoir le plus complet, tout le monde s'en fout. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et ben moi je l'ai vécu. En mars, il y a 2 ans, j'ai déménagé pour des raisons personnelles, je suis parti en Normandie. La brigade de section recherche criminelle d'Amiens est venue me chercher chez moi en Normandie, me signifier ma garde à vue, m'ont amené en gendarmerie, 48 heures de garde à vue. Et ben vous savez quoi, 2 ans après, je ne sais toujours pas pourquoi. Et on m'a dit, attention toi, il y en aura d'autres. Quelques temps après, je reçois une convocation. Dans le cadre d'une enquête vous concernant, vous êtes prié de venir au commissariat d'Amiens. J'arrive au commissariat, signification de garde à vue, avec 10 autres camarades. Plainte déposée par 2 cadres de chez Goodyear. On nous garde pendant des heures et des heures, alors que l'audience en tant que telle dure 20 minutes. On nous a gardé plus de 15 heures dans une tôle, et on entendait tous les demi-heures des mecs passer en disant tu fais moi le malin, tu la fermes ta grande gueule, t'es pas dans la rue, t'es tout seul, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Tout ça j'ai entendu pendant la garde à vue. Et je l'ai signalé à l'OPJ. Hein, c'est un OPJ qui s'est pris un malin plaisir à effectivement bien me mater. Et quand je suis sorti, on m'a remis une convocation. On m'a dit, le 31 octobre, monsieur, vous viendrez pour cette fois-ci être devant les 2 personnes qui vous accusent. J'étais devant ces 2 personnes qui étaient convoquées à 15h, sauf que nous, ça se finit à 8h. Et de 8h à 15h, garde à vue. Je suis passé en audition devant ces 2 personnes, et ils étaient comme 2 cons parce qu'ils n'avaient rien à nous reprocher. Ah, mais on ne sait plus si c'est M. Ouama, on ne sait plus si c'est un tel. Non, mais c'est normal, il y avait 800 personnes dans la salle pendant les 30 heures. Et moi, je vous expliquais ce qui s'est passé chez Goodyear. Pour que les choses soient bien claires. Pendant 7 ans, on s'est battu pour notre boulot. Quand je baignais là, Hollande est arrivé au pouvoir, il a tout fait pour que notre usine elle ferme. Certains diront, mais c'est pas possible, tu racontes n'importe quoi. Pourquoi notre usine devait fermer? Parce qu'elle était devenue le symbole dans notre pays qu'en France, on pouvait mettre à jour une multinationale. Et on a donné des idées à plein d'autres. Et en 2012, on a monté un collectif avec les anciennes 3 Suisses licenciées, et on a ramené 80 entreprises, toutes organisations syndicales confondues, à venir demander une loi pour interdire les licenciements. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit, putain, là il y a un vrai danger. Il est passé au-dessus de l'appareil, y compris l'appareil syndical, le mec. Il a réussi à faire ce que nous, on est incapables de faire parce qu'on ne veut pas le faire. Et bien maintenant, il faut le faire taire. Et là, on a commencé à perdre tous nos jugements en 2013. 37 jugements perdus. Et en fin d'année 2013, la cour d'appel nous dit c'est fini, il n'y a plus de possibilité de vous battre dans votre boulot. Et on décide avec les salariés d'aller réclamer des indemnités à la hauteur du préjudice. Et je vais vous le dire tout de suite, quelle que soit la hauteur du chèque, rien ne remplacera jamais notre travail. Rien. Leurs 200 millions d'euros pour nous foutre dehors, on n'en avait rien à foutre, nous. Nous, on ne voulait pas 100 000 euros pour se barrer, on voulait nos 1 500 euros tous les mois pour vivre dignement et nourrir nos familles. C'est ça la réalité. 200 millions d'euros. Certains diront, mais putain, eh bien moi je vais vous dire, avec un quart de ce qu'ils ont versé, on avait 20 ans de boulot. Sauf que, il fallait aussi que les actionnaires soient derrière. Et le jour où Goodyear a annoncé qu'il fermait son usine d'Amiens-Nord, 3 jours étaient absorbés, mais comme 2 fois rien. Et aujourd'hui, Goodyear se félicite qu'en 2015, et pour sa première année depuis 117 ans, il réalise un bénéfice opérationnel supérieur au groupe Michelin. Et tous les groupes font la même chose, ont la même dynamique. Et comme on y a mis un frein, et comme ce mois de décembre, nous savions que nous avons perdu la bataille pour l'emploi, nous sommes allés voir le directeur du site. Alors c'est pareil, ne vous faites pas une fausse idée d'un patron et d'un dirigeant. Hein. Un patron, c'est un mec qui met son fric dans une boîte et qui essaye de la faire vivre. Un dirigeant, c'est un gros con, qui bien souvent est parachuté, avec de bonnes ou de mauvaises intentions, mais toujours très bien payé. Hein. Soyez-en certains. Et le mec, pour aller aux chiottes, il faut qu'il téléphone à la maison mère parce qu'il n'a aucun pouvoir. D'accord? Donc moi j'arrive, je vais voir le directeur de l'usine et je lui dis, voilà, les mecs veulent plus se battre pour leur boulot parce qu'on a perdu, on veut du fric. Et il me dit, monsieur Ouama, vous savez très bien que c'est pas moi qui décide. Je sais ici, t'es bon à rien, sauf qu'à téléphoner à ton sbire pour savoir comment tu dois faire. Donc je lui dis, t'as 15 jours où t'as fermé l'usine, on revient le 4 janvier, je veux une réponse, oui ou non, il y a une ouverture de négociation sur les indemnités de départ. J'arrive le 4 janvier, puisqu'il m'a donné rendez-vous à 10h dans son bureau, je récupère un collègue Rénal qui à mon avis aujourd'hui regrette d'être venu avec moi parce qu'il va venir en tôle aussi. Et on arrive dans le bureau du dit directeur, dirigeant, et je lui dis, ça se gagne bien, il n'est pas là. Je dis, ah bon, il est où? Ah, il est dans la salle en bas. Je dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fout dans la salle? Je descends les marches, j'ouvre la porte, et là dans la salle,
il y avait 400 mecs, parce qu'ils avaient prévenu les mecs à 8h du matin qui faisaient une réunion. Il y avait 400 mecs qui les regardaient tous les deux en disant « ça fait 7 ans qu'on en chie, c'est de votre faute, on va vous défoncer ». Moi, je rentre dans la salle et je lui dis « mais il se passe un truc là ». Mais je lui dis « comme j'ai toujours été un syndicaliste responsable et j'ai toujours présenté mes camarades, je vais vous poser la question. Est-ce que oui ou non, le groupe a décidé de rouvrir les négociations pour les indemnités complémentaires ?» Et là, il me dit, vous avez eu le temps de le faire, vous n'allez pas vouloir vous faire foutre. Et là, ça part dans tous les sens, des chaises, des tables, des bouteilles, machin. Et nous, ce qu'on fait tout de suite, on se met devant les deux cadres. On les protège, en fin de compte. Et on dit au mec, putain, vous avez perdu votre boulot, en plus, n'allez pas en tôle. Putain, si j'étais en train de penser que c'était moi qui allais y aller en tôle, j'aurais fermé ma gueule. Et là, on protège et on s'organise. Pendant 30 heures, des relais, sans cesse. Parce que les mecs, qu'est-ce qu'ils voyaient à travers ces deux personnes-là? Non pas de dirigeants qui n'avaient pas de pouvoir, mais de mecs qui les avaient fait chier dans l'usine pendant 7 ans, parce que pendant 7 ans, nous contents de vouloir nous virer, ils nous ont pourri la vie. Hein. Il y a eu des suicides dans l'usine, il y a eu des divorces, des ventes de baraques. Il y a 2 inspectrices du travail qui ont fait un article 40, un article pénal, qui dit que l'employeur est en train de user psychologiquement ses salariés, les menant jusqu'au suicide. Le procureur qui nous condamne le classe sans suite. Comme on a de la suite dans les idées, on emmène 700 mecs au commissariat, on dépose plainte pour harcèlement moral au travail. Le même procureur, 3 jours après, le classe sans suite. Si on avait eu ce procureur qui avait poursuivi la requête des inspectrices du travail, notre usine ne serait pas encore fermée où je vous parle. Il porte une très lourde responsabilité dans la fermeture de notre usine, vous savez. Et donc, quand on a vu ce qui se passait, on a géré au mieux qu'on pouvait. Et c'est les forces de l'ordre qui sont venus après un référé récupérer les 2 abrutis, là, sains et saufs, sans une égratignure, sans un coup, sans rien. On signe un accord de fin de conflit parce que la direction sont autour de la table au bout d'un certain nombre de semaines. Retrait des poursuites et d'un côté et de l'autre, nous on joue le jeu, on tire une poursuite, eux retirent leur poursuite, mais ils demandent à leurs 2 cadres de maintenir les leurs. Parce que c'était des plaintes contre X à titre individuel et non pas au titre de Goodyear. Et quand on arrive devant ces 2 cadres le jour au commissariat, ils n'ont rien à nous reprocher. Et ils retirent leur plainte. Et là on dit, ça y est, c'est bon. Plus de plainte de Goodyear. Les 2 cadres, après avoir été confrontés à nous, disent, on retire nos plaintes. Et dans 99,9% des cas, quand il n'y a plus de plaignants, les plaintes sont classées sans suite. Et bien là, mon cul, le procureur seul se lève un matin en disant, moi, je vais les fumer là. On est convoqué au tribunal. Le mec, il en avait tellement rien à foutre, il vient, c'était un mercredi après-midi, il vient avec son gamin. Hein, il vient avec son gamin, comme ça à côté de lui, je dis putain, c'est quoi ce bordel? Et là, la juge, elle baille, elle fait semblant de pas entendre. On avait 6 témoins dans l'inspection du travail qui vient dire qu'on avait un encadrement pathogène, que tout ça était voulu, qu'on était tombé dans un piège. Et il arrive mon tour. Et on me demande si j'ai des questions, moi je retourne à la procureure, je dis moi j'ai des questions à vous poser, monsieur. Il commence à pioncer, le grand-père. Je le réveille, je lui dis écoutez, moi j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que clairement il y en a un des 8 qui est responsable? Il me dit non. Pour moi c'est clair, toute personne présente dans la salle est responsable de la séquestration. Donc je lui dis, est-ce que vous avez vérifié le livre de bord à l'entrée de l'usine qui indique clairement noir sur blanc le nombre de personnes qui sont entrées et sorties? 1. 2. Est-ce que vous trouvez normal qu'une direction qui a une barrière qui permet d'interdire les entrées et sorties ne ferme pas la barrière et laisse rentrer des gens, y compris des journalistes? Donc un journaliste de BFM qui a filmé les gens séquestrés et qui n'a pas aidé à leur libération, et donc forcément lui aussi un coupable. Monsieur Ouammar, je vous arrête tout de suite, votre nom a été cité, c'est comme ça, c'est votre nom. Bon. Je lui dis, mais on marche sur la tête quand même. Vous n'avez pas fait votre boulot d'investigation, vous n'aviez qu'à le dire pendant vos audiences. Mais je l'ai dit tout ça. Ah ben ça se retrouve pas. Et quand moi je commence à lire les documents des 2 cadres qui ont été portés plainte, ils disent, dès le début, nous pressentions que la colère était telle que nous allions être séquestrés. Le mec il dit ça, hein, tranquille, on allait être séquestrés. Il est tellement con qu'il se pointe dans une salle, il prévient tout le monde avant, venez, je vous parle, il met 400 mecs dans la salle et nous colle des cons, se fait baiser. Et donc je dis au procureur, j'avais 2 solutions. Soit j'ai fait ce que j'ai toujours fait, assumer mes responsabilités au nom, non pas des 2 cadres, j'en avais rien à foutre, mais de tous mes collègues, ou alors je me barrais, en disant j'en ai strictement rien à foutre, je me casse des merdes. Et là, le même procureur m'aurait condamné pour non-assistance à personne en danger. Il me dit non, c'est pas vrai, justice, monsieur, vous m'auriez condamné quand même. Ben, dans le cas d'Air France, vous voyez, c'est exactement la même chose. Parce que ce que les patrons veulent, ce que le gouvernement veut, ce que Valls a voulu et a trouvé, c'est la criminalisation des syndicalistes, de dangereux abrutis. Parce que quand pendant 6 ans, j'ai toujours dit à mes copains, on était des fois 1400 devant le siège social, je leur disais, vous ne bougez pas le petit doigt.
Plus vous vous provoquez, plus vous fermez votre gueule. Plus vous provoquez, plus vous reculez. Pendant 6 ans, on a réussi. Jusqu'à un jour de février 2013, où j'étais à l'hôtel à Paris pour aller en réunion, et sur BFM, qui je vois arriver en direct? Valls. Valls dit, je vous préviens, regardez-moi bien, il était ministre de l'Intérieur, je crois, c'est ça à l'époque. Il y a une manif à Goodyear, si jamais ça chie, je vous garantis que ça va tomber. Et moi j'arrive devant le siège, j'avais jamais vu ça. Il y avait 3500 CRS minimum. Il y en avait partout avec des camions boucliers, des trucs avec des G, de la flotte là, pour nous, anti-émeute. Et là je croise le premier CRS, le mec qui m'insulte de tous les noms. Putain, je suis demandé, connard, enfin je ne peux même pas vous dire les noms. Pendant 1 heure, ils ont chauffé les mecs à blanc. Pendant que t'es là, je fais ça, je ne peux même pas vous dire les noms d'oiseaux. On a filmé des choses, hein. Des malades mentales, des manteaux les mecs. Et Valls, il a gagné, et Goodyear avec. On allait devant les juges, on n'était plus les syndicalistes et salariés qui défendaient leur boulot, mais d'une bande d'abrutis qui étaient venus pour défoncer la gueule au CRS. Pour preuve, à la sortie de cette manifestation, on voit arriver un mec qui s'appelle Fauchiel, poser une question toute simple. Alors, monsieur Ouamma, vous êtes content? Vous étiez venu pour casser du CRS, vous avez gagné? Voilà. Et là, je lui dis, mais t'es complètement con, toi. T'es venu pour défendre notre emploi. Et les médias, sur BFM, la chemise arrachée, si ce jour-là vous avez été la journée pour la télé, vous auriez vu que 2500 fois, vous avez une shot, la chemise arrachée du mec de chez Air France. Mais on oublie de dire que les 2900 suppressions d'emplois faisaient suite à plus de 10 000 suppressions d'emplois. Et cette image de cette femme qui s'adresse à son DRH en disant « mais je vous ai tout donné, je vous ai tout laissé, et maintenant vous allez encore me virer », et que l'autre il se fout de sa gueule, c'est ça la violence. Parce que nous, les syndicalistes, on est tellement habitués à les côtoyer, ces abrutis. Alors attention, il y avait les DRH, et dedans il y avait le mot humain, donc ça faut oublier. Maintenant, c'est des sous-traitants qui prennent. Elles prennent plus de gens attitrés, c'est des gens qui ont créé des entreprises, des cabinets, et qui viennent travailler pour flinguer les usines. Et moi, j'en ai un pour exemple, c'est qu'à la dernière fois, je me suis chopé Brunet sur RMC, super client, génial, Brunet, j'adore. Et Brunet, il avait comme invité un DRH. Alors Brunet il y va, la CGT, syndicat archaïque, vous trouvez la modernité, c'est la mondialisation, l'Europe, machin. Et il avait comme invité un mec qui avait été 8 fois séquestré, 8 fois. Je prends la parole, bonjour monsieur Romain, bonjour monsieur machin, je lui dis vous allez bien, vous? Il me dit oui, ah j'ai moi à mon avis, vous n'avez pas trop bien vu. Une fois je veux bien, bon, 2 fois, mais 8 fois monsieur quand même. Et là tu entends Brunet qui se fout de sa gueule, et il dit mais attention monsieur Romain, il a un boulot particulier. Ah mais je sais c'est quoi son boulot? Le mec, il est payé pour fermer les usines. Et il dit, mais moi, j'ai jamais porté plainte, mais c'est normal, il va pas porter plainte. Un plan social, 200 millions d'euros, un mec qui a recruté comme ça, il en prend 10 dans sa poche direct. Hein. Donc il prend aucun risque parce qu'il sait que de toute façon, il ne sera jamais fracassé la gueule. Hein. Les gens ont tellement peur qu'ils ne vont pas aller jusque-là. Ah, puis les séquestrations, ce qu'on appelle des séquestrations, je peux vous dire, c'est pas du tout une séquestration. C'est en réalité un mouvement de colère qu'il faut essayer de calmer. Et aujourd'hui, faire du syndicalisme, c'est faire du social, parce que nous, aujourd'hui, on peut être fiers quand même de ce qu'on a fait. On a quand même permis à des gens d'aller jusqu'à la retraite, venir payer leur maison, voir leurs enfants grandir. Malheureusement, la législation actuelle, le gouvernement actuel, fait qu'on n'est plus en capacité, on n'est pas en capacité d'interdire les licenciements avant qu'ils aient lieu. Parce qu'au prud'homme, dans 2 mois ou 3 mois, ils vont nous donner raison au prud'homme. On a aujourd'hui sous les yeux des chiffres qui démontrent que Goodyear n'avait aucune raison économique pour fermer l'usine. La seule raison qu'ils avaient, c'est de verser plus de dividendes aux actionnaires sans graisser plus vite. Et ça n'est pas un motif légitime pour fermer une usine. Sauf que l'usine est fermée, ils ont démantelé l'outil de travail. Il y a l'abruti texan qui s'appelle Maury Taylor, je pense que vous avez dû en entendre parler, qui lui a récupéré les brevets, va faire des usines, des pneus à Volgograd en Russie. Et ils se vendent partout d'avoir acheté une ruine en Russie, d'avoir viré 70% des gens comme des chiens sans indemnité et de pouvoir les exploiter dès demain pour inonder l'Europe de pneus Goodyear Maybach Titan. Moi j'ai vu Montebourg, j'ai vu toute la clique là. Et le dernier en date que je me suis payé s'appelle Macron, sur RMC. J'étais invité à 7h40 par Bourdin, qui n'est pas non plus notre ami, il ne faut pas se leurrer, mais moi j'y allais parce que, voilà, je sortais de cette condamnation sous un coup de colère, je me suis dit, tiens, faire du bien de gueuler un peu à la radio, de toute façon on entend toujours les mêmes cons. Et c'était au moment où il y avait le truc de Davos, là. Bon, je me renseigne un peu, et je dis quand même à Davos, il y a 37 mecs à Davos, qui à eux seuls ont plus de fric que 3,5 milliards d'habitants de la planète. Ça quand même, on dit lourd sur ce qui est en train de nous arriver, quoi. Hein. Et donc, j'entame un peu sur Macron, ça casse pas mal. Et là, Bourdin vient me voir, parce que bon, Bourdin c'est un provocateur, mais il n'est pas provocateur dans l'âme, il est provocateur parce que le buzz ça fait du fric, et comme il est avide de fric, il a besoin de faire du buzz. Monsieur Romain, partez pas maintenant, attendez une minute, Macron il arrive. La porte elle s'ouvre, qui sait que je vais arriver Macron?
il me voit blanc à ma mort. J'étais assis en train de boire un café, c'est la même qui commence à voir. Je regarde, je te fous de ma gueule, toi. Je vais l'entendre à cause de toi et tes collègues, tu me demandes comment ça va. Et là, il me dit, vous inquiétez pas, monsieur Omar, il y a l'appel. Je croyais que Taubira avait dit que vous n'avez rien à voir dans le jugement. Et pourquoi vous me parlez de l'appel? Vous savez, sur l'appel, on peut peut-être faire quelque chose, nous. Ah, j'y vais d'accord, faire l'inverse de ce que tu avais demandé au procureur. Parce que, à moins de nous prendre pour des cons, le petit procureur Damien, il va quand même pas décider seul de dire je suis vraiment en prison puis il litote. Il est quand même pas complètement fracassé, le procureur. Il l'a fait parce qu'il a dit vas-y, défonce-les, ça va leur faire du bien, puis comme ça, toi, tu vas avoir une petite promotion. Et il termine en me disant mais vous faites quoi en ce moment? Je suis chômeur, mon con m'a viré, tu devrais être au courant, et tu viré. Et il dit vous êtes mobile? Je dis non, si j'étais pas mobile, je serais pas là, je serais en Normandie. Alors complètement ravagé quoi. Et il me dit mais j'ai peut-être un boulot pour vous. J'ai dit d'abord ton boulot j'en veux pas, puis si tu m'en trouves un, tu en trouveras pour les 800 autres qui sont au chômage. Parce qu'aujourd'hui, la fermeture de l'usine d'Amiens Nord, c'est 1143 personnes licenciées, 12 suicides, des divorces, je vous explique même pas, des ventes de baraques, c'est une catastrophe. Un Goodyear, c'est 4 extérieurs, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plus de 4000 personnes qui ont perdu leur boulot suite à la fermeture. On parle beaucoup des Goodyear parce que nous, on était nombreux et que j'avais une grande gueule et que j'aimais bien les médias, mais on ne parle pas de tous ceux qui sont en train de crever, qui ont perdu leur boulot du suite de la fermeture de l'usine et qui n'ont pas touché un centime. Ça aussi, c'est une réalité. Et aujourd'hui, l'Atipa de Goodyear, il aurait retrouvé un preneur pour une friche industrielle. Alors là, ce qu'ils ont trouvé maintenant, c'est qu'ils nous convoquent à des réunions en disant bon, vous avez un local CE, TP, CHSCT, il faut partir. Pendant des années, on a vécu dans de la merde, et là, ils nous ont trouvé des locaux tout neufs, 133 mètres carrés habitables. T'as le truc luxueux. Alors ça coûte pas d'argent, là, parce qu'ils disent moi, je sais que ça coûte une fortune, et ils veulent qu'on déménage et qu'on soit d'accord. Moi, j'en dis vous allez vous faire foutre, on restera dans nos locaux, dans l'usine, et qu'est-ce qu'ils viennent pas dire maintenant? S'il n'y a pas de repreneur, ça sera de votre faute. Parce qu'il n'y a personne qui voudrait reprendre une usine où il y a des mecs de la CGT Goodyear, ça c'est pas possible. En réalité des cours, c'est que le mec qui va reprendre l'usine, c'est le même mec qui a repris l'usine de Continental, c'est le même mec qui a repris l'usine en Picardie, dans la Somme, des sièges de France, c'est des mecs qui travaillent pour des cabinets, qui arrivent du jour au lendemain avec une valise avec 20 millions d'euros dedans, on les connaît nulle part, et qui disent moi l'usine je la rachète. Valeur marchande de l'usine, moins d'1 million d'euros, c'est une friche. Il reprend l'usine, il crée 5 emplois. Au bout de 6 mois, 1 an, il ferme la lourde, il se barre. Puis nous, on arrive au compte, et mais putain, oh, la dépollution industrielle, vous faites quoi? Pollueur payeur, qu'elle a dit l'autre jour, Charles-Poitou, là. Bon, résultat des courses, le mec qui prend avec 19 millions, qui a déboursé qu'à 1 million d'euros, et l'affaire elle est réglée, Goodyear ne paye pas la dépollution industrielle du site. Donc le montage, il est tellement délirant que n'importe qui peut s'apercevoir de ce qui est en train de se passer. Ce qui nous est arrivé chez Goodyear, ça arrivera d'autres demain. Alors qu'est-ce qu'on a fait, nous? Quand on a été condamné, pendant un quart d'heure, j'étais sonné, je vous dis quand même. Moi, ma liberté, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. C'est le bien le plus cher qu'on ait tous. Si je vais en prison demain, parce qu'effectivement, j'ai fait une connerie, j'ai détourné 500 millions d'euros comme Cahuzac, quand je suis con, j'irai pas en prison, je ferai un livre. Avec un peu de chose, j'en vendrai 2-3 ans. Vous copez qu'on va un peu plus en ce moment. Mais si demain je vais en prison parce que j'avais réellement fait quelque chose de répréhensible, je fermerai ma gueule, je ne suis pas en train de vous dire ce que j'ai fait, c'est bien ou c'est pas bien. Non, la réalité, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que vous faites tous les jours en vous levant. En disant, je n'accepterai pas l'inacceptable. Quand une entreprise est aussi profitable que celle-ci, il n'y a aucune justification à laisser crever les salariés. Mais c'est vrai ce qui a été dit tout à l'heure pour les guerres, quand les attentats touchaient l'Irak tous les jours avec le sang mort, tout le monde s'en branlait. C'était vrai chez nous aussi, chez Goodyear. Quand Goodyear fermait une usine en Angleterre, les mecs en France, on n'avait rien à foutre. Ça nous est tombé sur la gueule, aujourd'hui c'est un vrai problème. Parce que Goodyear a décidé de liquider l'activité pneumatique partout en Europe. Parce qu'il a des usines qu'il achète à moindre coût, qu'il sature au maximum pour faire des pneumatiques. Et ça c'est vrai dans toute l'activité pneumatique de notre pays. Je vous garantis que ça représente près de 100 000 salariés aujourd'hui en France. Donc, nous on a décidé de dire, on va pas pleurer sur notre sort. On va pas dire il y en a marre, on arrête parce qu'on a pris plein la gueule, parce que moi j'étais 5 fois mis en examen quand même. Devant un juge d'instruction, 5 fois mis en examen. Des dizaines de demandes de licenciement, d'autorisation administrative, des dizaines de mises à pied à titre conservatoire. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'étais mise à pied à titre conservatoire, je n'ai vu arriver un grand sur parking avec un putain de costume, c'était Montebourg. Je me demandais d'où c'est qu'il sortait, il était en campagne au primaire. Et lui aussi, il est venu nous dire, vous savez, moi je vais faire la réindustrialisation. Je vais faire un combat pour faire en sorte que demain, les syndicalistes comme vous ne soyez plus jamais attaqués. Et ben moi, quand je suis allé voir dans son bureau, pour avoir une idée de scope et de reprendre l'usine, il m'a dit, je m'en occupe. Tu vas voir, je m'en occupe. Il nous a ramené un mec payé par l'État pour flinguer notre projet en 5 secondes. Ces mecs-là, c'est des bandits, c'est des crapules.
tous autant qu'ils sont. Alors nous on s'est dit, on va faire une pétition en ligne, sur change.org. 170 000 signataires à ce jour. C'est nettement insuffisant, j'espère que vous avez tous signé la pétition quand même. Si chaque signataire parrainait quelqu'un, on sera 340 000. Et ainsi de suite. Parce que la case du Code du travail, elle est liée directement avec ce qui nous arrive. Parce que plus de Code du travail, c'est plus de défenseur de la liberté du travail. Ça va de pair. Le 12 janvier, quand j'étais condamné, j'ai dit la prochaine étape, ils vont dégrader le Code du travail, plus de 1500 articles foutus à zéro. C'est la réalité. Aujourd'hui, vous avez des médias qui matraquent tous les jours à ceux qui ne pensent pas autrement que par les médias, que la liberté, que le droit du travail, c'est terminé. Il faut aller dans la mouvance, il faut aller dans le jeunisme, dans le modernisme. Ben, c'est moi le modernisme. C'est d'accepter que mon gamin il travaille pour 400 € demain. Eh ben non, je préfère pas le modernisme. Je préfère ce qu'il y avait avant. Parce que c'était nettement mieux. Et il faut aussi qu'on se dise ces choses. C'est qu'en 36, quand il y a des mecs qui se sont levés un matin pour dire moi je veux des congés payés, moi je veux travailler non plus 48 heures par semaine, je veux travailler moins. Les patrons disaient, comme aujourd'hui, ils étaient cinglés, qu'ils ne pensent pas, c'est pas possible. Et ils l'ont obtenu. Et ils l'ont obtenu. Alors là, on a un virage à prendre. Et le virage à prendre, c'est où on les fait changer de ligne, ou dans moins de 5 ans, il n'y a plus de monde du salarié, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus personne. Parce que ce qui est en train de se passer est une énorme connerie. J'entends depuis des mois des journées d'action tous les jours. Un jour les profs, le lendemain ceci, après-demain cela, pas au même endroit, surtout pas à la même heure. Pendant ce temps-là, il y a l'autre abruti de Valls qui dit en France, il n'y a plus de mobilisation massive. En France, on ne se mobilise plus. Mais des victoires, il y en a partout en réalité. Partout dans les entreprises. Les syndicats et les salariés s'unissent, on gagne. Mais on gagne petit, parce qu'on gagne localement. J'entendais qu'hier, j'étais à Paris moi aussi hier, il y avait 200 manifestations. 200. Mais qui dit mieux 400 la prochaine fois? Pourquoi pas 600 chacun, on grève chez soi, avec un panneau. On sera 100 000, il y aura 100 000 manifestations chacun chez nous. Mais à quoi ça rime ça? Alors je suis allé voir Martinez, le moustachu, le nouveau. Je suis allé voir. Je lui ai dit, écoute bien mon camarade, ça fait plus de 25 ans que je suis à la CGT. Hein? J'ai écrit 2 fois à Thibault, il m'a jamais répondu. J'ai écrit une fois à Le Pont, il n'a pas le temps de répondre, ils l'ont foutu dehors. Toi t'arrives, t'es nouveau. Il semblerait que tu as un nouveau discours, dont acte. Alors maintenant je vais t'expliquer les choses clairement. D'abord, tu fais l'intersyndicale, tu ressors en faisant une lettre à Valls en disant ce que tu fais c'est pas gentil. C'est un bon début, mais il n'aura pas peur. Et puis enfin, il y a la CFDT. Alors moi, je vais vous dire un truc. Hein. Vous avez 3 ennemis pour votre avenir. Vous avez le MEDEF, ceux qui gouvernent et ceux qui signent. Les réformistes. Ouais. Alors, moi, je vais vous dire tranquillement, la CFDT va tous nous baiser là. Parce que le père Berger, il va faire exactement comme a fait Nota pour les retraites et d'autres après. Sur d'autres grosses manifestations, il va diviser la foule. Avant même que ça parte dans le dur, il va diviser la foule. Berger, il a déjà dit que si El Khomri a tiré une virgule et un point, il signe. Non, il déconne pas. Hein. Et ça s'appellera certainement l'accord Berger, et je vous garantis qu'on va avoir mal au fion. Moi, je vous le dis. Parce que là, ce qu'ils sont en train de nous préparer, c'est sans précédent. Alors, vous savez ce qui se négocie derrière, je ne sais pas si vous êtes au courant. La dernière mandate de la CFDT, c'est d'aller signer un accord pour permettre au patron de nous faire travailler 1 an de plus sur nos cotisations retraite. Tout le monde dirait, mais ils sont complètement cons. Ah non, 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 non. Parce qu'il y a des organes qui permettent à des gens d'avoir les directions, vous savez, et c'est paritaire. Et qu'est-ce qu'on place dans ces trucs-là? Des grands syndicalistes, vous savez, pas grands par la taille, grands par le syndicaliste, grands par la maîtrise et par le fric. Alors moi, je vais vous le dire tout net. Je pense que les facs de France, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait Marseille, non, j'ai fait Lille, j'ai fait Amiens, je fais chez vous, je serai à Toulouse. Je vais essayer de faire le maximum de facs. Partout où je peux aller, je vais y aller, je vous le garantis. Parce que la jeunesse, elle a besoin aussi. Alors, moi je vais vous dire un truc, je vous donne une idée. Hein. Moi je pense qu'à la prochaine manif, c'est pas le ministère du Travail qu'il faut aller en premier. Il faut aller devant le local de la CFDT. Ah non mais... Parce que ces mecs-là, ils sont plus dangereux que ceux qui aujourd'hui sont en train de chier dans la frotte. Parce que Hollande, je l'ai vu tout à l'heure à la télé, soit il a mangé un truc pas frais, soit il a peur. Peut-être un mélange des deux d'ailleurs.
Parce que les merguez hier à la manif, les gars, faut faire gaffe. Bon, il n'était pas dedans. Alors ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Hollande, il arrive devant les médias, il vient vous dire, voilà, moi je vais reculer sur ça. Alors lui, il dit maintenant, c'est un CDI pour tout le monde dans l'entreprise ou rien. Hein. Et il va taxer le CDD, hein, ça va y aller, vous verrez le travail. Et Hollande, il dit, de toute façon, on respectera le droit du travail. Bon, il n'est pas con en disant qu'il va respecter le droit du travail, parce qu'il n'ira pas en dessous de ce qu'il y a de moins. Parce qu'à partir du moment que le code du travail va être à 0, il n'ira pas en dessous du droit du travail. Donc Hollande, il est en train de se foutre de la gueule de tout le monde, et tout ça est sévèrement orchestré par qui? Par les médias. J'entendais Jean-Pierre Pernaut hier, et d'ailleurs une pétition une des copains de la SNCF qui pète un plomb, lui c'est pareil, enfin rigoler, il habite en Picardie, j'ai la voir qui disait, vous vous rendez compte, ils sont en grève, alors que les mecs, ils ont 60 jours de congé par an, et ils gagnent 2780 €. Et le mec est dans sa télé, qui est chômeur, ou qui gagne 1200 €, mais il dit, quel bande de con. Mais ils n'ont pas à se plaindre, ils sont bien lotis quand même. Et là, on obtient quoi? La division du monde des salariats. Le privé contre le public, les privilégiés contre ceux qui en chient comme des Russes. Mais nous, n'en chie plus, on n'a plus de boulot. Ah, voilà, ils ont trouvé le problème. Alors, on a vraiment un vrai problème pour mobiliser quand même. Les jeunes, je pense que ça va le faire. Les salariés, on va arriver à faire un petit truc. Mais alors, les chômeurs, ils sont où? Parce qu'il y a quand même plus de 8 millions de personnes qui ont strictement rien à branler de leur journée et qui quand même pourraient venir avec nous dans la rue pour dire on n'est pas content de notre ça. Parce que pendant ce temps-là, il y a l'autre con là, qui dit ah mais attendez les chômeurs, ils sont bien. Et les mecs ils fraudent en plus, allez hop, on va serrer la vis. Alors pour faire baisser le chômage, 2 axes majeurs. Hollande, d'abord, il dit moi je vais prendre 1 milliard, 500 000 formations. Hein, une formation à 2 000 €, vous savez ce que c'est de la merde, c'est rien. Formation en moyenne c'est 15 000 €. Hein. 2 000 €. Et je vais faire passer les mecs de la catégorie A à la catégorie pas vu, plus chômeur. Hein. Il va arriver, il va dire voilà, moi j'ai repris une partie de mon contrat, il y a moins de chômeurs. Et puis pour faire baisser le chômage, on radie les gens anciens. Hein, les gens qui ont un problème de santé, qui disent je pourrais pas me présenter tes heures tes jours, dire on a des faits de présenter, mais je suis désolé, je faisais de la chimio, j'ai attrapé un cancer parce que j'ai donné mon boulot avec une idée. Il fallait me présenter, mon pépère. Le RSA, ils ont trouvé une nouvelle faille, le RSA c'est aussi pour des doubles feignants, le RSA c'est encore pire. Mais maintenant, ceux qui sont au RSA, il va falloir qu'ils bossent un peu. Ah putain, mais c'est pas normal, le mec il file 400 € par mois à des gens qui veulent rien foutre, il va falloir qu'ils bossent un peu. Et tout ça, ça passe tranquillement dans les médias. En même temps, ils vont pas pouvoir faire autrement parce que Macron, aujourd'hui, il a trouvé la solution pour dire qu'on est dans un système qui est en faillite, puisque Uber est un de ses meilleurs amis. Il faut savoir quand même que Uber, le fils, hein, Uber, son père était milliardaire, il a filé quelques milliards pour démarrer dans la vie. Moi, mon père m'a filé quelques euros. Et il est arrivé en disant j'ai une idée de génie, je vais faire travailler des mecs, et puis je vais recréer de l'emploi. Jusque-là, l'idée, on peut dire le mec il est pas mal quand même. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, Uber, c'est un mec qui fait en sorte que les impôts en France, ils n'en payent pas. Ses salariés ne payent pas de charges. Bah, forcément, hein, puisque bon, c'est un système de merde. Et puis, moi, quand j'ai dit à Macron que je trouvais lamentable ce qui est en train de se passer avec les chauffeurs de taxi, il m'a dit ouais, mais monsieur Romain, j'ai créé quand même 70 000 emplois. De quel emploi on parle? De mecs qui ont payé une bagnole une fortune, qui payent une assurance une fortune. Vous savez quel est le coût moyen d'une voiture de location pour un jeune de chez Uber? C'est 4 000 € par mois. 4 000 € par mois qu'il paye le mec. C'est pas la bagnole qui paye, c'est l'assurance pour transporter les gens. 4 000 € par mois. Et qu'est-ce qu'ils font? Entre 16 et 17 heures par jour pour à la fin du mois même pas arriver à bouffer. Et c'est ça qu'on dit créer de l'emploi. Et on marche sur la tête, mais dans le même temps, il y a un autre effet pervers. Le système Uber est en train de vider les caisses. Les gens travaillent, ils cotisent plus. Les caisses se vident. Et un jour, on viendra tous nous voir en disant vous êtes responsables de ce qui est en train de se passer. Vous avez vidé les caisses de tout. Et bien maintenant, on va falloir privatiser. Puis celui qui ne peut pas, il crève. On en est là, c'est demain, c'est à notre porte. Donc là, pour le 31 mars, j'ai une réunion, moi, le samedi 12, à la Bourse du Travail à Paris, à 11h30, rue du Château d'Eau. Notre réunion, c'est simple. C'est de faire en sorte que tous les comités de soutien qu'on a depuis le 12 janvier se réunissent. Et qu'on décide de la journée d'action, la première qu'on va lancer. Et ben moi, ça sera le 31 mars. Mais ça ne sera pas le 31 mars à Strasbourg, à Toulouse, à Marseille, à Perpignan, à Amiens. Ça sera le 31 mars à Paris. Ensemble. Parce que dans les organisations syndicales de salariés, il y a du fric. Il y a du fric pour faire en sorte que tout le monde puisse se déplacer et venir au même endroit le même jour, à la même heure. Parce que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de ça. Parce que quand vous sortez d'une manifestation, ou comme moi j'étais sur la retraite il y a 15 ans, et qu'il y a 3 millions de personnes dans les rues, je vous garantis que vous repartez, vous êtes vachement galvanisés. Et il faut que maintenant on gagne. Parce que l'important, c'est d'arrêter de reculer, de prendre des mauvais coups. Il faut qu'on arrive à gagner.
J'entendais parler d'état d'urgence tout à l'heure. Oui, un état d'urgence. Il y a un état d'urgence à bouger le cul, ça je peux vous garantir. Parce que l'état d'urgence, il est partout. Hein. Les attentats, effectivement, horribles. C'est une catastrophe, les attentats. Mais aujourd'hui, on profite de ça pour venir dire déchéance de nationalité. Au début, c'était pour ceux qui se faisaient péter la gueule. Tout le monde a pu dire, mais n'importe quoi. Déchoir de nationalité à un mec qui s'est fait pulvériser la gueule, ça ne sert à rien. Ah non, non, mais attendez, c'est plus malin que ça. Maintenant, la déchéance de nationalité va concerner aussi les crimes et délits. 24 mois de prison, donc 9 mois sur 6, c'est pas un délit. Bah, la prochaine étape, j'ai plus de nationalité, je suis apatride. C'est ça la réalité. Et même pas seulement les crimes et délits. Même pas seulement ça, c'est-à-dire des choses qui sont un petit peu... Bah, on a l'exemple du camarade de la CGT qui a voulu serrer la main à Valls, qui a fini en garde à vue, en comparution immédiate avec une amende de près de 200 €. Aujourd'hui, ne pas saluer un abruti, c'est à nouveau une peine de prison presque. On en est là. Alors, il y a les camarades qui aujourd'hui se battent depuis des années pour éviter cette saloperie avec Vinci, qui est une multinationale aussi pourrie que celle qui est Goodyear. Hein, on tue des jeunes là-bas, et on tue des salariés dans les entreprises. Au nom de quoi? Du libéralisme et du profit. Et le mec qui est en face de nous, il dit, mais l'avenir c'est ça. Regardez en Allemagne, regardez en Angleterre, putain, il n'y a pas de chômeurs presque. Mais putain, à quelles conditions? Il y a 8 millions de travailleurs en Allemagne qui gagnent 400 € par mois. Et j'avais Parisot la dernière fois sur une émission de télé qui dit, c'est bien 400 € par mois. J'ai dit, mais tu gagnes combien par jour toi? Qu'est-ce que tu fais 400 € par mois toi? À 400 €, mais c'est parce que je t'ai en une heure. Et ces gens-là, ils viennent nous faire la morale, mais oui, vous comprenez, il faut accepter la flexibilité, mais il y a combien de gamins dans les facs qui ratent leurs examens tellement ils bossent? Parce que pour avoir un logement, maintenant, il faut marner comme un con, matin, midi et soir. Et demain, avec cette loi-là, ça sera encore plus de flexibilité, plus de licenciements. Et Macron dit, le licenciement massif va permettre l'embauche massive. Et le mec, il pense qu'on est tellement con qu'on va accepter ça. Alors, puis alors maintenant, il y a les jeunes. Alors les jeunes, c'est encore plus con que les vieux. Moi, je me considère comme un vieux, donc je me sens bien. Les jeunes, ils sont dans la rue, ils ne savent même pas pourquoi, qu'ils disent maintenant. Ah non, mais en plus, c'est les organisations syndicales, et puis il y a des organisations de gauche qui les poussent à aller dans la rue, mais les mecs, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans la rue. Donc attends, moi j'entends les gamins, quand ils disent je veux la même chose que mon père, que mon grand-père, me lever le matin, avoir le droit de vivre et de travailler, faire des études et avoir un travail digne. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? En quoi c'est délirant? Par contre, prendre les jeunes pour des cons comme il est en train de faire, il va falloir qu'on aille leur foutre sur la gueule. Hein. Ouais. Moi, je vous dis, alors, pour l'instant, on va pas mettre des piquets puis des têtes au bout. Il n'y aura pas assez de piquets, moi je vous le dis. Hein, mais par contre, ça n'empêche que moi j'étais quand même assez choqué. Je ne sais pas si vous étiez choqué, mais moi hier j'étais choqué. Je suis passé devant la banderole officielle Martinez, Mailly et puis le cabinet du PCF, Laurent. Oh, ils ont fait la gueule, t'es pas content. Bon, j'avance. Et j'arrive devant 30 CRS, 4 barrières, 30 CRS. Bon, j'y vont quand même un peu pousser, on était quand même 50 ou 60 000 derrière. Moi, je suis tout près de la prison, je vais pas trop jouer au con. Leur balance 2-3 vannes, ils n'ont pas trop apprécié, les mecs. Je sentais qu'ils étaient pas tout à coup de matraque sur la gueule. Et là, je me retourne, putain, comme Coluche. Plus personne, tout le monde dans le métro. Et j'ai dit, mais putain, on va s'en sortir comme ça. Alors qu'on devait aller au ministère du Travail. Il y a 4 guignols envoyés par le ministère qui sont là. Et on dit, on fait demi-tour, on s'en va. Vous croyez qu'on va gagner comme ça? Là, je vais vous dire un truc, hein, on gagnera jamais comme ça. Parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend à la télé? Les jeunes. On aurait pété un plomb dans une fac, ah là là, vous n'avez pas vu le travail, le carnage, et ils vont criminaliser les jeunes, les étudiants, et ils vont même un jour envoyer une lettre aux parents. Moi j'ai connu ça à une époque, hein. Les parents recevaient des lettres en disant votre gamin est toujours pas rentré en cours. Non, j'étais en grève, autre chose pas à l'époque. Et donc, ils vont envoyer des lettres aux parents en disant mais qu'est-ce que vous branlez, vos gamins sont dans la rue. Mais d'ici qu'ils mettent un couvre-feu, pour éviter les manifs, il n'y a pas des kilomètres, moi je vous le dis. Hein. Ils sont complètement barrés les mecs. Hein. Donc moi ce que je suis venu vous dire ce soir, tu veux quoi parler un peu, non? Tu veux? Non. Si ça tombe bien, je vais m'en aller. Ce que je suis venu vous dire ce soir, c'est que partout où je vais, je porte le même discours. Un, on a créé des comités de soutien qui fonctionnent à merveille. Deux, cette pétition, c'est pas une arme ultime. Moi, je suis d'accord avec ceux qui disent la pétition n'est pas une fin en soi. Certes, et quand on a 1 100 000 personnes qui signent une pétition pour demander un retrait d'une loi, ça pèse. C'est pas suffisant, c'est pas une pétition seule qui va faire bouger le gouvernement. Mais ça démontre très clairement que ça les emmerde tellement qu'ils viennent dire maintenant ah ouais, mais la pétition était truquée.
Il y en a qui l'ont signé 150 000 fois. Par contre, ils n'ont fait une pétition pour. Et il n'y a que 20 000 signataires. Ah, désolé, il a l'air con. Par contre, ils n'en parlent pas de ça. Et moi, j'en parle. Voilà. C'est marrant. Je vais faire du one-man show bientôt. 5 € la place. Je m'en vais. C'est là pour la présidentielle. Non, pas aussi pourri qu'eux. Et j'ai quelques kilos à prendre si je veux les ressembler. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les comités de soutien, ça marche bien. La pétition en ligne, ça nous a bien aidé. On va réunir les conditions pour que le 31 mars, j'impose à la CGT, je le dis clairement à la CGT, de prendre toute la mesure de l'ampleur des dégâts actuels, des dégâts à venir et de la mort du monde du travail si on ne réagit pas. Je sais bien que toutes les confédérations syndicales, toutes sans exception, ont aujourd'hui un énorme problème financier. Mais pour autant, j'estime que quand on est le premier syndicat de France, on a la responsabilité d'agir à la hauteur de ce qu'on veut. Si la CGT et les autres organisations syndicales, je ne parle pas de la CGT, vous avez bien compris, on oublie, ne prennent pas leurs responsabilités, nous deviendrons, et je me mets dedans, co-responsables de ce qui nous arrive dans quelques mois. Ne pas agir, avoir les moyens et laisser faire, c'est d'être au moins autant responsable que ceux qui veulent nous détruire. Ouais. Je l'ai dit à Martinez lundi dernier. Alors, je vous dis tout de suite, là, j'ai rien contre Martinez, je suis un CGT de la première heure parce que mon père était CGTiste et certainement mon grand-père aussi, c'est comme ça, c'est une histoire de famille, et puis c'est surtout le syndicat chez moi qui a permis d'avoir cet élan. Il y a des mecs très bien à la CFDT, il y a des mecs très bien chez Sud, il y a des mecs très bien partout, mais les valeurs de la CGT, ça reste quand même les valeurs de la CGT. Et la CGT, dans les élections professionnelles dans toutes les boîtes en France, a été la première. C'est pas tout d'être premier, hein. Il faut être premier, il faut gagner. Parce qu'on n'a pas gagné grand-chose depuis bien longtemps. La dernière fois qu'on a réussi à faire reculer un gouvernement, c'était contre le CPE. Et donc je suis allé voir Martinez, je vais prendre 5 minutes, mais excusez-moi, j'ai 2-3 trucs à dire. Je suis allé voir Martinez, et j'ai dit à Martinez, dis donc, j'ai un problème. Je lui ai pas dit je vous prends bien que je t'aime. Je lui ai dit j'ai un problème, Philippe. Qu'est-ce que vous flippez? Et il dit mais tu sais, on est partout. On est partout, puis on ne peut pas payer sur un bouton puis appeler à la grève générale. Je lui ai dit mais je ne demande pas une grève générale, moi. Il n'y a pas besoin de faire une grève générale pour se retrouver à des centaines de milliers de personnes à Paris. Prends un exemple. On va voir le 1er mai cette année qui tombe à dimanche, avec en plus une chance exceptionnelle, le Front National se seront barrés. Ils ne feront plus la manif le 1er mai. Le 1er mai, c'est le symbole du droit du travail en France. Le 1er mai, historiquement parlant, c'est une journée qui doit réunir tous ceux qui se retrouvent sur les mêmes valeurs, les mêmes droits fondamentaux à l'existence des salariés dans notre pays. Et donc j'ai proposé à Martinez, à la suite du 31 mars, de faire une journée d'action interprofessionnelle, rassemblant le plus largement possible tous ceux qui veulent venir, pour que le 1er mai, on soit des centaines de milliers de personnes à Paris pour dire oui à un travail, mais un vrai travail, et non au retour de l'esclavage. Parce que faites attention, je le redis sur votre loi travail, c'est pas la loi travail, c'est la loi non-travail, c'est la loi exclusion, chômage, précarité, suicide et tout ce qui va avec. Le nombre de mecs chez nous, là, qui en ce moment déclarent des cancers, je peux même pas vous le donner. Et on dit, ouais, mais le mec il fumait ou il buvait, il avait une hygiène de vie pas terrible. Mais le choc psychologique quand on a perdu son boulot, le choc psychologique quand on a perdu sa femme, quand on a perdu sa baraque et qu'on est dans la merde, ça c'est des vrais drames, ça c'est de la vraie violence. Donc moi je vais vous dire les gamins là, vous avez l'âge de mon fils pour certains, il va falloir vous bouger avec nous. Nous on a un rôle essentiel, hein. C'est de venir avec vous pour leur demander d'arrêter de nous taper sur la gueule. Parce que nous aujourd'hui on est concernés, parce que demain moi je serai chômeur. Et la seule chose que je demandais c'est de garder mon boulot, même si c'était pas la panacée, hein. Je travaillais en 4-8 dans une usine de merde, respirer des fumées pourries. Mais ça n'empêche que mon boulot, il me permettait d'avoir ma dignité. Il me permettait de dire à mon gamin, t'as vu, moi je travaille. Il me permettait de nourrir ma famille, modestement. Il me permettait de payer ma putain de bagnole en crédit, parce qu'on ne fait pas autrement, et de payer mon loyer. Voilà ce que ça me permettait. Et aujourd'hui, on me retire tout ça, et je devrais dire, bah oui, c'est normal, c'est la fatalité. Et puis pendant ce temps-là, ceux qui m'ont viré gagnent des milliards tous les jours. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour moi, mais je suis pas d'accord pour vous. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes en train de défendre non seulement votre avenir, mais l'avenir de vos gamins demain. Et ce qu'on est en train de construire ce soir, ce qui est en train d'être construit ce soir à Lyon avec un copain Fiodor, l'avocat, qui est parti à Lyon. Moi, demain à 10h, je serai doué. Avec plus de 20 entreprises en grève. 20 entreprises qui sont en grève sur un mot d'ordre. Relax et Louis Goodyear. Ben moi, ça me fait chaud au cœur. Parfait, il y a des gens que je connais, ni de moi, ni près, qui viennent dire ce qui vous arrive, c'est honteux. Mais ce qui vous arrive, ça, à nous, ça arrive.
Parce que condamner des syndicalistes à de la prison ferme, c'est purement et simplement un retour en arrière sans précédent. Donc il y a la casse du code du travail, il y a les guerres dans le monde, il y a les guerres qu'on nous fait socialement, il y a tout un tas de choses qui nous permettent de nous unir aujourd'hui. Et on est tous dans le même ballon. Il faut un pilote maintenant. Et on va y aller, nous. Et le 12 mars, samedi, on va annoncer que le 31 mars sera une journée d'action interprofessionnelle au même endroit, à la même heure, et pour qu'on soit tous ensemble dans la rue. Parce que l'éclatement des luttes fera qu'un jour, il n'y en aura plus. Parce que les gens qui, dans des villages, se retrouvent à 15, se disent bah, « moi, j'irai plus parce que ça sert à rien ». Ben ça, faut qu'on arrête. Il faut qu'on démontre qu'on peut gagner. Et si le gouvernement, il a tremblé le 9, ben faisons chier dans son froc le 31. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Je pense qu'on n'est pas loin de l'éclatement social. Et vous savez de quoi ils ont peur? Ils ont peur de la colère. Parce que ce mouvement-là, il ne vient pas uniquement d'un ressenti, c'est une vraie colère qui s'exprime. Juste encore 2 minutes après j'arrête, j'ai aussi un vrai problème, parce qu'il y a un vrai danger dans notre pays, un autre, c'est que l'extrême colère elle se transforme dans un vote à l'extrême droite. Et pourquoi l'extrême droite est aussi puissante? Parce que tous les partis dits de gauche sont complètement à la ramasse. Avant, à la sortie des usines, à la sortie des bahuts, à la sortie des facs, on avait des camarades qui distribuaient des tracts, qui prenaient la parole, qui venaient dire aux salariés, voilà la réalité des choses. Et aujourd'hui, qui fait ça, le Front National? Je suis allé à Lille l'autre jour à la fac 8-3. Les mecs, ils sont obligés de faire la chasse aux mecs du Front National, qui viennent distribuer des tracts aux jeunes en disant, oui, nous on est là pour vous aider, vous allez voir, etc. Ils sont en train d'endoctriner des jeunes dans un mouvement Front National. Mais qui est le premier responsable? Qui est le meilleur candidat du Front National aujourd'hui? C'est Hollande. Parce que moi, je vais jusqu'à me poser la question, et c'est une vraie question de fond. Le Front National à 40% au premier tour, il arrange qui? Ceux qui, au deuxième tour, font une alliance républicaine. Et le chômage à 8 millions de personnes, il intéresse qui? Les mêmes. Le chômage, la misère et la montée du Front National leur assurent des postes quasiment garantis à vie. À nous aussi d'aller changer ça dans la rue. Parce que le jour où la rue ne s'estimera plus, le Front National, il sera la tête de notre pays. Et nous, notre devoir en tant que syndicalistes, en regardant un peu dans le rétroviseur, des mecs ont été fusillés parce qu'ils faisaient du militantisme, notre devoir c'est de se lever et de dire stop à la casse. Donc encore merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, le 31 mars dans la rue.